Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce sont les insectes qui seront à l'honneur toute la journée. Et c'est eux, les insectes, qui nous accueillent dans leur maison, ici, à Carrières-sous-Poissy, la maison des insectes. Comme il se doit, la maison des insectes est bâtie au cœur du parc du peuple de l'herbe. Et depuis 2017, elle accueille tous les amoureux et les curieux des petites bêtes. On aura l'occasion tout au long de cette journée de visiter cette maison des insectes et de rencontrer les coléoptères, hyménoptères et autres bestioles à six pattes qui vivent ici dans cette grande colocation, ou plutôt en copropriété. Et le syndic de cette copropriété, c'est l'Office pour les insectes et leur environnement, l'OPI. L'OPI a eu 50 ans en 2019 et au départ, cette journée consacrée aux insectes a été imaginée pour célébrer cet anniversaire. De report en report pour des raisons mystérieuses, nous sommes en 2021 et nous allons bien, comme prévu, célébrer les insectes et l'office qui les entoure de sa sollicitude. Au programme de cette journée, dans quelques minutes, nous partirons, d'un coup d'aile évidemment, pour le Musée de l'Homme à Paris, où nous rencontrerons Nicolas César. Il fait un drôle de métier, Nicolas César. Il est ethno-entomologiste. Au Musée de l'Homme, il règne sur toute une collection d'objets de toutes sortes qui révèlent les relations que l'homme entretient avec les insectes. Il nous fera découvrir en exclusivité certains de ces objets qui ne sont pas exposés au public et il nous expliquera comment il fait parler ces objets et ce qu'ils nous apprennent. Juste après, on retrouvera Nicolas César, ici, à la Maison des Insectes, en compagnie de Marc Giraud, qui est journaliste, écrivain et porte-parole de l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages. Avec nous également Valérie Chansigo, elle est historienne des sciences et de l'environnement. Avec ces trois intervenants, nous essaierons de comprendre ce que représentent les insectes dans notre imaginaire collectif, quelles croyances, quelles peurs, quelles phobies, quelles fascinations, parfois, leur sont associées. À 11 h, nous retrouverons trois autres intervenants pour voir quelle place les insectes occupent dans le débat public, dans les préoccupations des décideurs et comment l'économie les traite. Pour en parler, Jeanne Lecomte, elle est vice-présidente de l'université Paris-Saclay, où elle dirige l'unité écologie, systématique et évolution. Marie-Laure Métayer, elle est adjointe au directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique. Et Stéphane Foucard, il est journaliste scientifique au Monde, où il suit particulièrement les sciences de l'environnement. Il a publié en 2019 « Et le monde devint silencieux, comment l'agrochimie a détruit les insectes ». Jeanne Lecomte, Marie-Laure Métayer et Stéphane Foucard répondront à toutes nos questions et en particulier à vos questions, celles que vous avez déjà posées oralement sur le répondeur de l'OPI et celles que vous pouvez poser dès maintenant et jusqu'à 12 h 30 grâce à l'outil de chat qui apparaît sur votre écran. Cela nous conduira donc jusqu'à 12 h 30 où nous marquerons une pause. Nous nous retrouverons à 14 h 30 et là encore, c'est vous qui serez mis à contribution. Nous testerons vos connaissances, grâce à un quiz en ligne. Et Jean-François Sylvain, qui est entomologiste et qui présidait jusqu'à l'an passé la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, nous donnera les bonnes réponses. Il en profitera aussi pour nous dire comment se portent les insectes. Je vais le spoiler tout de suite. La réponse, c'est que ça ne va pas très fort, mais il nous dira comment ça ne va pas très fort. Et si ça ne va pas très fort, il faut se poser la question, que ferions-nous sans les insectes? Et c'est la question qu'on se posera à 15 h. Et là, trois experts de l'OPI viendront nous répondre. Avec Hervé Guyot, nous parlerons des services de recyclage que rendent les insectes. Avec Amélie Rujustiévenard, nous parlerons des insectes qui nous émerveillent. Et ensuite, avec Alexia Monsavoir, nous parlerons des pollinisateurs. Il sera alors 16 h et nous nous tournerons vers l'avenir des insectes. Avec les administrateurs de l'OPI, nous découvrirons les 10 pistes de l'OPI pour un avenir à 6 pattes et 4 ailes. Ça fait bien 10 en tout. Vous verrez ça décoiffe, je ne vous en dis pas plus. On se retrouve pour ça à 16 h et nous nous quitterons à 16 h 30. Tout de suite, donc, nous partons pour le Musée de l'Homme à Paris. Le Musée de l'Homme dépend du Muséum national d'histoire naturelle et nous retrouvons notre guide dans les réserves secrètes du musée, Nicolas César. Bonjour à tous, bienvenue au Muséum national d'histoire naturelle, au Musée de l'Homme, dans la salle Chevalier, la salle des collections d'anthropologie culturelle, et notamment des ruches qui viennent de différentes provinces de France et du monde. On a à peu près 12 000 objets dans ces collections, et là vous en avez vraiment un tout petit aperçu. Nicolas César, enseignant-chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, basé au Musée de l'Homme.
maître de conférence donc en ethno-entomologie et responsable de la collection du même nom. Alors qu'est-ce qu'évoque un insecte, ou plutôt le ou les insectes dans l'imaginaire occidental? Pourquoi sont-ils mal aimés en Occident? Et à l'inverse, pourquoi sont-ils passionnément aimés et défendus par d'autres, comme les apiculteurs ou les adhérents de l'OPI? Alors pourquoi une telle ambivalence? Qu'est-ce que ça traduit? Je vais vous présenter des objets de la collection d'ethnobiologie qui expriment ces différents rapports que les hommes peuvent entretenir avec les insectes. Alors, beaucoup d'insectes passent inaperçus ou sont ignorés des hommes, hein. D'autres provoquent l'effroi et sont considérés comme des nuisibles. Très peu d'insectes sont appréciés des hommes ou sont capables de provoquer de l'empathie ou du respect. Alors c'est le cas des insectes qui les impressionnent hein, par leur beauté, je pense aux papillons, ou par leur ingéniosité architecturale comme les termites, ou leur organisation. Les insectes sociaux, notamment, fascinent. Leur forme d'organisation inspirait au XIXe la réflexion politique. Les abeilles étaient monarchistes, les fourmis républicaines. Alors autant de critères finalement très humains que l'on retrouve chez les Occidentaux, mais aussi dans d'autres cultures. Dans la collection d'ethnobiologie, on a des objets qui évoquent la relation entre les hommes et les insectes, donc les relations ethno-entomologiques, notamment des cages à grillons. Des cages à grillons de différents pays, très différentes les unes des autres. Celle-ci, par exemple, vient de France, vient d'Albi. On avait une tradition en France autour des grillons champêtres qu'on maintenait en captivité pour leur chant. Là, c'est une cage donc, pour 3 grillons. Ici, on a une autre cage qui est intéressante, elle vient du Portugal. Elle est faite à partir d'un pommeau d'arrosoir coupé en deux. Ensuite, on lui a mis une petite planchette de bois pour la fermer. Mais l'usage est le même. Et là, on en a une troisième qui nous vient du Japon, qui est un objet en bambou très délicat, qui est pour une autre espèce de grillon, dont les Japonais effectivement suspendaient ces cages dans leur habitat pour se faire bercer par le chant des grillons, notamment l'été. Ces insectes qui nous fascinent se retrouvent dans nos représentations comme les jeux ou les souvenirs. Là, on a un jouet français, mais on en trouve également au Japon, un espèce de clic-clac qui imite vaguement le bruit des cigales. Là, on a un autre jouet qui nous vient de Chine, qui est intéressant parce que le son est un petit peu plus réaliste. Un objet tout simple en bambou. Et les cigales étaient déclinées évidemment les représentations des cigales étaient déclinées en différents objets, notamment en Provence. Là, on a une cigale qui a été produite et vendue comme souvenir, confectionnée par Louis Sicard vers 1895, il me semble, et qui a été déclinée en différents objets. Qui va du cendrier au porte-bonbon, en passant par le porte-parapluie, et qui était offert comme souvenir en Provence et aussi comme porte-bonheur. Et puis, on a les insectes qui ont trouvé un usage auprès des hommes, ceux qu'on appelle les utiles, ceux que les hommes exploitent ou côtoient depuis longtemps et dont ils partagent l'histoire via notamment l'élevage. Alors une relation qui est intéressante, enfin moi qui m'intéresse, c'est l'animal compagnon ou l'insecte compagnon. Et on a des objets qui évoquent une relation intime avec l'insecte. On a notamment ces boîtes à grillons de la Première Guerre mondiale. Les poilus gardaient des grillons dans des boîtes pour les avertir de l'arrivée des gaz mortels. Alors on suppose que les grillons ne survivaient pas et qu'ils connaissaient le même sort que les soldats, mais on peut penser que les poilus développaient une relation affective avec leur protégé. Alors on développe une certaine familiarité avec l'insecte, notamment dans le jeu. Je pense au jeu de scarabée en Thaïlande, mais aussi les combats de grillons, alors qui ne sont pas des grillons chanteurs, notamment en Chine. Là, on a une arène de combat. Il y a même encore des excréments de grillons à l'intérieur.
Et cette relation, donc les propriétaires des grillons avaient des relations assez affectives avec leurs poulains, car pour gagner dans les combats, il fallait apprendre à les connaître. Donc il y a toute une panoplie d'outils pour les manipuler. Et les meilleurs grillons faisaient plusieurs combats et finissaient par mourir. Et dans les objets de la collection, on a un cercueil à grillons, enfin pour grillons combattants, qui est intéressant parce que c'est vraiment le seul objet à ma connaissance, mis à part peut-être les cercueils pour les scarabées de cœur égyptiens, mais c'est un cercueil pour grillons combattants. À l'exception de quelques espèces considérées comme nobles ou utiles, les insectes sont pour beaucoup perçus et vécus comme des nuisances, même les insectes qu'on ne connaît pas. On les considère comme des parasites, des pestilences, des créatures à éliminer. Et la question, ça serait pourquoi sommes-nous devenus entomophobes? C'est une vraie question et je crois, comme d'autres, que les insectes nous dérangent parce qu'ils incarnent l'idée que la nature est une menace pour nous-mêmes. Ils nous renvoient l'image d'une nature menaçante. Alors dans la catégorie nuisibles, enfin outils pour tuer les insectes nuisibles, on a la tapette à mouche, avec trois exemples aux objectifs un peu différents. C'est un objet intéressant, la tapette à mouche, parce que son essor est lié aux campagnes du gouvernement, de santé publique du gouvernement américain pour assainir les villes. Et ensuite, il a été repris pour les ménagères américaines, mais en le développant de différentes manières à travers des brevets, notamment pour écraser la mouche sans l'éclater ou en mettre partout sur les meubles, voire pour ne pas rayer les meubles. Alors il y a un mouvement assez intéressant, un changement dans la représentation, c'est le passage d'objets très anthropocentrés à des objets plus soucieux finalement de l'insecte et de sa survie. Et là on a un objet allemand ou anglais qu'on appelle le Snappy, qui sert, alors non pas à capturer l'insecte pour le tuer plus tard, comme c'est le cas de beaucoup de pièges qui piégeaient en masse les insectes, mais pour le capturer et le relâcher dans son milieu. Alors on va chercher à se prémunir des insectes ou à directement les détruire, parce que justement ils sont trop nombreux. Alors c'est au début du XXe siècle que les hommes rentrent en guerre véritablement contre les insectes, selon des principes hygiénistes. Les grandes campagnes d'éradication commencent pendant la Première Guerre mondiale et vont perdurer jusque dans les années 70. Dans les tranchées, on déclare la guerre aux puces qui véhiculent le typhus et affaiblissent les armées. Mais c'est surtout dans les champs, indispensables pour nourrir les hommes, que l'on extermine les insectes dits nuisibles. En 1918, à la fin de la Grande Guerre, les gaz de combat sur lesquels travaillent les services chimiques de l'armée américaine seront convertis, avec l'objectif d'avoir un double usage civil. D'abord les gaz lacrymogènes qui serviront à contraindre les émeutiers et les grévistes, et ensuite les pesticides chimiques pour éradiquer les nuisibles dans les cultures. Donc dans la série des objets pour détruire les insectes, on a le pulvérisateur, qui était un objet du quotidien jusqu'à encore récemment, qui a été décliné en beaucoup de modèles. C'est un objet qui était utilisé, dont beaucoup de foyers, notamment dans les campagnes, mais aussi en ville, possédaient des pulvérisateurs ou des souffleurs, ce qu'on appelait autrefois, pour détruire les insectes volants principalement, donc les mouches, les moustiques, les mites aussi. Il a été inventé dans les années 40, 50. Il est très lié à la guerre que menaient les hommes contre les insectes, notamment contre les insectes nuisibles des cultures, les ravageurs des cultures. Celui-ci contenait du DDT, donc un puissant poison. Le DDT a été, suite au livre de Rachel Carson en 62, il y a tout un scandale
sur effectivement les ravages causés par le DTT, notamment sur les populations d'oiseaux. Le DTT réduisant l'épaisseur des coquilles et surtout amenuisait les populations d'insectes qui étaient la nourriture des oiseaux. En 1972, le DTT est interdit aux États-Unis, mais les répulsifs chimiques continuent. Cette ambivalence entre utile et nuisible, entre les bons et les mauvais insectes, même si elle a disparu dans le droit, hein, car elle a été inscrite pendant un temps dans le droit, elle est toujours très prégnante dans nos représentations occidentales, où cette vision que l'insecte doit servir aux hommes, on la retrouve encore aujourd'hui. C'est le cas des insectes comestibles, hein. On les consomme parce qu'ils nous sont utiles, à nous ou à nos animaux dans des farines animales. Plus récemment, on met en valeur, en avant les services écologiques hein, rendus par les insectes et notamment les pollinisateurs, dans une vision économique. Une vision qui a le mérite de mettre en avant le rôle et la place des insectes dans les écosystèmes. Ça, c'est un fagot à osmie que j'ai rapporté du Japon et qui sert, notamment dans le centre du Japon, à polliniser les vergers et les cerisiers. Et paradoxalement, les fermiers chez qui je l'ai récupéré mettent énormément de pesticides sur leurs arbres, en sachant très bien que les osmies mourront. Donc on est vraiment dans la pollinisation intensive, donc vraiment le côté utilitariste de l'abeille. Mais ces services écosystémiques, ils ont le mérite, donc rendu par les pollinisateurs, de nous faire comprendre la place et le rôle des insectes dans les écosystèmes. Ce fagot de roseau fonctionne sur le même principe que l'hôtel à insectes. Hein. C'est l'osmie va pondre dans les loges. Moi, je trouve l'hôtel à insectes, c'est un objet extraordinaire. Parce qu'il nous apprend à observer et en même temps à aimer les insectes. La disparition massive des insectes nous invite à changer radicalement de regard sur les insectes. Je me suis demandé si on ne pouvait pas sortir de cette vision utilitariste et essayer de voir les insectes autrement que par les services qu'ils donnent ou qu'ils rendent. Quelle place pour l'insecte qui ne sert à rien? Est-ce que l'insecte ne peut pas avoir une valeur globale plutôt qu'instrumentale? Est-ce qu'on ne peut pas voir l'insecte pour lui-même, c'est-à-dire pour la vie qui l'anime? Alors, ce n'est pas une vision occidentale que de reconnaître la place de l'insecte dans le vivant. Par exemple, les conceptions amazoniennes voient la vie comme un immense flux d'une même énergie vitale qui circule aussi bien dans le corps des hommes que des animaux, et notamment les insectes. Alors, les Amazoniens vont les utiliser de manière utilitariste. Hein. Ces piqûres d'insectes sont utilisées dans des rituels pour permettre aux hommes de se revitaliser. Mais cela implique de voir l'insecte non pas comme un ami ou un ennemi, mais comme un allié dans la vie, et donc vivre avec, cohabiter, comme on le fait avec d'autres espèces, mais je dirais en mieux. On retrouve Nicolas César, ici, à la Maison des insectes de Carrières-sous-Poissy, avec Valérie Chansigo, historienne, et Marc Giraud, journaliste et auteur des Insectes en bord de chemin, un ouvrage publié en mai 2019 aux éditions de La Chaux et Nièzle. Valérie Chansigo, cette phobie des insectes dont parlait Nicolas César dans le film, elle date pas d'hier. Alors Nicolas César l'a fait remonter au début du XXe siècle, c'est ce qu'il dit dans le film. Vous dites ça part de bien plus loin, ça démarre avant. Vous avez écrit dans la présentation d'une conférence sur l'histoire des relations hommes-insectes, je vous cite, « Il est intéressant de suivre l'évolution parallèle de l'édition consacrée aux oiseaux et celle des insectes durant le XIXe siècle, tant en termes de diversité des titres, de richesse des illustrations,
illustrations que des thématiques, ce siècle, le 19e siècle donc, est marqué par une forte entomophobie. Entre parenthèses, on craint que la pullulation des insectes ne puisse faire disparaître l'humanité. Et vous poursuivez, ça participe à une véritable ornithophilie, à l'inverse, parce que les oiseaux insectivores sont les seuls remparts au danger des insectes. Alors aujourd'hui, c'est plutôt le contraire qui se produit, ce serait plutôt la pullulation de l'humanité qui risque de faire disparaître les insectes. Mais du coup, cette phobie des insectes, vous la datez au moins du 19e siècle, ça démarre encore plus tôt ou bien ça démarre là et pourquoi ? Il y a dans toutes les cultures et depuis toujours des relations extrêmement ambiguës et contradictoires et fortes à l'égard de la nature, à l'égard des animaux. Si vous parcourez les grottes ornées d'Europe occidentale, voire d'autres continents, vous verrez toujours une surreprésentation des grands vertébrés, essentiellement des grands mammifères, et une sous-représentation de tout le reste. Il n'y a quasiment pas de végétaux. Les insectes sont exceptionnellement présents et ça ne correspond tout simplement pas à l'alimentation de la plupart des peuples. Et c'est d'autant plus fascinant que ce type de représentation biaisée du monde vivant se fait dans des cultures, à des époques, sur des continents, j'insiste là-dessus, totalement différents les uns des autres. Donc ce n'est pas une influence commune. Et effectivement, au XIXe siècle, au début du XIXe, ça commence à être visible dans les années 1810, 1820, et ça s'accélère après rapidement. On a un double discours qui se fait sur la nature, qui se caractérise par deux pôles opposés, c'est-à-dire une passion pour certains oiseaux, pas pour tous d'ailleurs. Les rapaces sont totalement exclus de cet amour vis-à-vis de la gente ailée. Au contraire même, ils sont même détruits, on cherche à les détruire, oui. Même par les protecteurs des oiseaux, ce qui peut paraître extrêmement étonnant pour nous, contemporains. Oui. Mais par exemple, la société Audubon aux États-Unis, quand elle crée des réserves de protection des oiseaux dans les années 1920-1930, engage des trappeurs pour éliminer tout ce qui est prédateur à poil et à plumes. Donc on est vraiment dans une vision extrêmement différente déjà, enfin même aussi proche que nous en fait. Mais ce discours vraiment de peur à l'égard de la présence des insectes et de leur formidable capacité de reproduction date de loin et date en fait dès le début de tous les discours de type démographique. C'est-à-dire dès le XVIIe siècle, lorsqu'on commence à évaluer la capacité reproductive, on est quelque part ébahi d'admiration devant les capacités qu'ont les insectes à se reproduire. Et très vite, on se demande, mais comment la régulation se fait ? Comment cette capacité formidable à se reproduire en aussi peu de temps n'aboutit pas à une terre absolument surpeuplée. Et il y a un discours qui tire ses racines vraiment dans un héritage chrétien et qui dit qu'en fait, Dieu, dans son infinie sagesse, a fait un monde infiniment précis, juste, exact, où tous les organismes vivants sont à leur place. Et ça alimente d'ailleurs toute une réflexion sur l'interdépendance des organismes vivants. On parle de la chaîne des êtres, en insistant bien que cette chaîne des êtres, lorsqu'on note un élément, c'est le chaos. Donc il y a vraiment une... Mais ça devrait conduire à plutôt une bienveillance vis-à-vis des insectes, plutôt qu'à une détestation des insectes. Si Dieu a voulu qu'ils soient là, alors il faut juste accepter et admirer. Oui, si l'être humain était rationnel. Oui, ça c'est un détail. L'être humain n'étant pas rationnel, il n'y a pas de raison qu'il tire des conséquences logiques de ces repères culturels. On a tendance toujours à croire que l'être humain fait ce qui est cohérent avec des chaînes de causalité évidentes, simples. C'est jamais le cas. Et ça ne marche pas du tout. L'être humain ne fonctionne pas comme ça. Il est complètement irrationnel. Et donc Dieu a fait des insectes, si je vous suis bien, mais ceux-là, ils vont nous submerger parce qu'ils se reproduisent tellement vite qu'on ne peut pas les contrôler, c'est ça? Non, alors c'est plus compliqué que ça. C'est que dans le discours des protecteurs des oiseaux au début du 19e, il va se greffer quelque chose qui est en fait l'être humain par son action dérègle en quelque sorte la mécanique
naturelle, favorise par son inconséquence la reproduction des insectes, notamment en détruisant les oiseaux. Et c'est parce qu'il détruit les oiseaux insectivores que les insectes vont ne plus avoir de contrôle, le contrôle existait à l'origine, et donc vont se mettre à pulluler. Donc à l'origine de l'action, c'est quand même un peu notre faute, si je puis me permettre. permettre. C'est clairement notre faute. Dès le début, on est conscient de ça, même l'émergence de cette entomophobie s'accompagne quand même d'une forme de conscience ou de conscience de la responsabilité de l'homme. Oui, clairement. Même si, encore une fois, il ne faut pas s'attendre à ces époques-là à des discours aussi structurés d'un point de vue scientifique aujourd'hui. Il s'agit beaucoup de dispositions de type moral, c'est-à-dire ce qu'on reproche, c'est globalement l'égoïsme et la cruauté des hommes à l'égard des oiseaux, par exemple, et que cet égoïsme et cette cruauté va en fait influer négativement sur l'ensemble de la société. Donc on est face à des raisonnements qui nous sont assez éloignés en fait, parce qu'encore une fois, il va y avoir une mobilisation absolument formidable pour certains oiseaux qui va aboutir à des créations de sociétés rassemblant des dizaines de milliers de personnes, enfin, sauf en France, la France étant en particulier dans cette histoire. C'est plutôt vrai dans les pays anglo-saxons, dans les pays germanophones, pays anglophones. Et ces vastes mouvements, qui sont essentiellement d'ailleurs des mouvements féminins, sont des mouvements qui essentiellement protègent les oiseaux pour des raisons morales. Encore une fois, il s'agit de lutter contre la cruauté et l'égoïsme en venant à l'aide d'animaux qui sont à la fois charmants, qui nous sont proches, parce qu'ils ont un mode de vie qui ressemble beaucoup à la famille bourgeoise idéale, c'est-à-dire un couple de parents qui s'occupent d'un nid, papa, une maman, voilà, puis le nid qui représente vraiment la maison bourgeoise d'un point de vue symbolique. Et effectivement, ces mouvements s'organisent, encore une fois, à travers ces valeurs morales qui vont être peu à peu gommées durant l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale, par un changement en fait de profil des dirigeants. Les femmes vont être peu à peu sortir du champ et être remplacées par des hommes qui vont avoir des formations scientifiques et qui vont faire appel à des discours scientifiques. Mais clairement, on est face à cette situation. Et il y a un deuxième moment, bien avant la découverte du rôle des insectes comme vecteurs de maladies à la fin du 19e, début 20e, qui est... Voilà, là, on en arrive à la phase hygiéniste dont parle Nicolas César dans le film qu'on a vu. Mais en fait, la diffusion, par exemple, des insecticides chimiques à base d'arsenic, qui vont être la molécule vedette, enfin le produit chimique vedette de tout le 19e siècle, on en trouve même dans les bonbons pour enfants parce que ça donne une jolie couleur verte, va s'asseoir sur une problématique très particulière aux États-Unis qui est une agriculture intensive faite de monoculture. Et cette agriculture très différente de ce qu'on trouve en Europe va provoquer pour diverses raisons l'émergence de gros problèmes liés aux insectes avec des ravageurs des cultures ayant des impacts qu'on ne connaît pas ici, encore une fois parce que l'agriculture a un modèle différent de production. Les agriculteurs vont exiger des mesures de lutte contre les insectes. Les scientifiques sont très sceptiques, mais ils vont suivre la demande des agriculteurs et on va développer tout un arsenal chimique extrêmement élaboré, extrêmement intensif. Il faut imaginer qu'il y a des sols agricoles aux États-Unis qui ont été pollués à la fin du 19e, début 20e par les arsenics et qui en sont toujours encore impropres à la culture. Donc ce n'est pas rien. Et là, on voit l'émergence, en fait, bien avant, encore une fois, la question hygiénique, d'une volonté de matraquer les insectes pour les faire disparaître et faire disparaître leurs gènes. Encore une fois, ce n'est pas une situation symbolique parce que les insectes dans cette agriculture américaine posent un réel problème économique. Donc là, c'est le début de la course aux armements oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que les scientifiques sont plus, je dirais, il n'y a pas d'industrie chimique à cette époque, aux États-Unis en tout cas. C'est vraiment une demande des agriculteurs et de leur relais politique. Et les scientifiques sont plutôt extrêmement
mesurés parce qu'ils pensent que la lutte chimique ne sert globalement à rien, ce qu'ils ont raison parce que en fait les agriculteurs vont se passionner pour les arsenics sans avoir jamais la démonstration scientifique de l'efficacité de ces arsenics pour lutter contre les insectes qui ravagent leur culture. Donc on demande à la science d'agir au nom d'une croyance un peu irrationnelle. On retrouve l'irrationalité que j'évoquais tout à l'heure et qui est encore une fois le propre des êtres humains. Marc Giraud, votre livre, donc Les insectes en bord de chemin, on peut peut-être le montrer, voilà. Si on peut faire un gros plan sur les petites pubs au passage, ouais. Voilà, vas-y, allez-y, montrez-le. Les insectes en bord de chemin, donc paru chez Delachaux et Niesle. C'était quoi l'idée en écrivant ce livre? C'est de répondre à cette phobie des insectes et de combattre cette phobie des insectes dont on parle depuis le début de la matinée, ou bien c'est un livre qui s'adresse aux amoureux des insectes et aux adhérents de l'OPI, pour faire court? Alors tous mes livres, en fait, ils parlent à tout le monde. Les enfants, le grand public, et j'essaye vraiment de parler, c'est toute une série qui s'appelle Bord de chemin, c'est-à-dire que moi, naturaliste, je me suis aperçu que ce que je voyais dans la nature n'était pas forcément dans les livres, et ce que je voyais dans les livres, c'était souvent les espèces rares que je ne voyais pas dans la nature. Donc c'est des livres simples sur des espèces qu'on peut voir facilement avec un langage pas compliqué. Voilà. Et donc, c'est fait pour qu'on les aime? C'est fait pour qu'on les aime? Ou c'est fait pour qu'on sache lesquels il faut tuer parce que... Non, non, non. Alors, ça ne parle quasiment jamais ni d'exploitation ni de destruction. C'est vraiment les insectes pour eux-mêmes, comme vous disiez tout à l'heure, parce qu'on voit rarement les insectes et les animaux pour eux-mêmes. On est dans le fantasme. Tout à l'heure, on parlait des animaux de Dieu. Il y a aussi les animaux du diable. Les mouches, c'est luciférien, parce que les mouches, ça va autour des cadavres, autour des bouses, enfin bon, des choses qui me passionnent, mais on y voit du mal. Les libellules, par exemple, c'est des mouches géantes. Au Moyen-Âge, on les traitait de tous les noms. On pensait que ça crevait les yeux, on les traitait de putain du dragon. C'est pas vrai, ça crève pas les yeux? Non, 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 du tout, ça se pose sur vous. C'est vrai que c'est un prédateur, mais pas pour nous, évidemment. Ça se pose sur vous, quelquefois, sans faire attention. Et je fais souvent des sorties nature avec des enfants, avec des adultes, et on voit qu'il y a quelques phobiques, mais chez les enfants, pas tellement. Les enfants, ils sont dans un univers où tout est plus grand qu'eux, et les miniatures, ils adorent. Donc, quelquefois, je fais un safari sur 1 mètre carré. On se pose, ça les concentre. Ils en ont besoin aujourd'hui, hein, les enfants, et ils observent. Ils s'aperçoivent que ça grouille de vie un peu partout, que c'est passionnant. Et qu'après, je leur dis, vous voyez ce petit mètre carré, et bien là, vous en avez des millions devant vous. Et ça leur fait prendre conscience de la richesse de ce qui nous entoure, notamment de ce qu'on ne voit pas d'ailleurs. Parce que c'est l'infiniment petit, ça nous fait un peu peur. Alors c'est vrai qu'on est dans le fantasme, encore une fois. Les insectes qui sont proches de nous, c'est souvent des insectes qui piquent, qui mordent, il y a des parasites. Donc on les rejette assez facilement, alors qu'ils sont aussi beaux. Moi j'ai une culture scientifique, mais une approche aussi esthétique de la nature. Il y a les papillons qui sont beaux, mais tous les insectes quasiment sont beaux. J'ai été peintre, souvent on m'a demandé de faire même des mouches, des guêpes. Une guêpe, c'est d'une élégance, c'est beau une guêpe. C'est des couleurs, ça a des formes. Et en plus ce sont des extraterrestres. Ils sont dans un monde tellement différent de nous. Une mouche, ça goûte avec les pattes. Un papillon, ça sent avec les antennes. Une sauterelle, ça entend avec les pattes aussi. Enfin, ils sont complètement en dehors de nous, alors qu'ils sont proches de nous. Et j'aime bien montrer l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et avec les insectes, on est servi. Hein. Donc c'est ça que vous faites, c'est raconter ça, faire partager votre émerveillement que vous faites pour combattre cette phobie des insectes. C'est oui. Une façon? Oui, parce que dans la phobie des insectes, il y a des choses instinctives qui viennent de loin, mais il y a aussi... Oh, puis il y a quand même des sales bêtes. Il y a des insectes voilà, alors oui, il ne faut pas être angélique. Il y a des moustiques tigres qui donnent la dingue. Bien sûr. Faut quand même pas non plus... Ah non, je ne suis pas du tout angélique, je ne dis pas tout est merveilleux. Mais souvent, ce qu'on craint, c'est quand même du fantasme et du manque de connaissances. On est beaucoup... Bon, il y a beaucoup de films de science-fiction sur... alors les araignées, ce n'est pas des insectes, mais des araignées géantes, des guêpes géantes, des fourmis géantes, on a des trucs, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu Kafka, il y a eu beaucoup de choses qui font très peur des insectes. Et quand on est confronté à la réalité, on voit que ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous avez cité les libellules en disant au Moyen-Âge, elles étaient diaboliques, lucifériennes, elles crevaient les yeux, etc. Aujourd'hui, les libellules font partie des insectes qu'on
devant lesquels on s'émerveille, qu'on aime, etc. Comment est-ce que le regard sur cette famille d'insectes, sur les odonates, se modifie? Est-ce qu'on sait ça? Je me tourne vers l'ethnologue, l'historienne. C'est beau d'abord. C'est peut-être une colle. Oui, mais c'était tout aussi beau au Moyen-Âge. Qu'est-ce qui a changé pour que le regard change? On sait ça? Ce type de mécanisme culturel qui s'apparente à quasiment un effet de mode, c'est-à-dire des valeurs communes partagées à un moment et qui changent au fil du temps, se retrouve, je pense, dans à peu près toutes les cultures. Toutes les cultures expérimentent ce genre de choses et il n'y a pas forcément une explication, encore une fois, rationnelle. Ça, c'est notre goût à tout vouloir expliquer le mieux possible, mais il y a une part, voilà. On peut trouver des éléments, par exemple, matériels qui permettent de donner des petites touches explicatives sans être une grande explication. Par exemple, le fait que les ornithologues étant devenus de plus en plus nombreux, il y a eu une sorte de transfert assez naturel pour des ornithologues qui fréquentaient des milieux humides avec des jumelles, d'observer des insectes qu'ils n'étaient pas obligés de tuer pour pouvoir les déterminer. Il y a une sorte comme ça de transfert qui s'est fait et qui explique en partie l'évolution du regard sur les libellules. C'est certainement, encore une fois, une facilité d'observation par des gens qui étaient déjà habitués à observer la nature, sans la tuer en plus. Donc, mais est-ce que ça explique de façon claire et déterminée? Ça, j'en doute, mais ça contribue en fait à l'évolution d'une société. Comme par exemple les grands mouvements féminins que je décrivais à une époque ont contribué à faire de l'ornithologie cette science que l'on connaît et l'abandon du fusil pour observer le moindre oiseau. Alors là, sachant qu'au départ, l'observation des oiseaux, notamment aux États-Unis, Audubon montrait des oiseaux qu'il tuait. Enfin, il tirait sur tout ce qui bougeait, c'est ça. Ah, oui. Il donnait le goût après. C'est le goût que ça avait, donc il les mangeait. C'est ça. Oui. Alors qu'il est vénéré comme le créateur de l'ornithologie moderne. L'ornithologie, clairement, enfin je la présente comme ça. L'ornithophilie, en tout cas. C'est la fille aînée de la chasse. Simplement, il y a un moment où cette fille a décidé de se séparer de ses... de tuer le père. Et de devenir un peu autonome avec d'autres valeurs. Et c'est très, très intéressant parce que là, alors pour le coup, on a des preuves, on a un amas de preuves. Cette évolution a été provoquée par la société civile, n'a pas été provoquée par le milieu scientifique qui était extrêmement réticent à abandonner ses pratiques prédatrices au profit d'une science de l'observation. Nicolas César, là on parle beaucoup de la réalité de la relation aux insectes dans la culture occidentale. Vous, votre métier, c'est de regarder de façon un peu plus transversale dans d'autres cultures. On a vu qu'au Japon, ce que vous dites n'est pas forcément beaucoup plus réjouissant sur la relation à l'insecte. Est-ce que toute cette phobie de l'insecte est vérifiée partout et dans toutes les cultures? Vous nous avez dit tout à l'heure... En Amazonie, c'est un petit peu différent, mais c'est toujours l'exemple qu'on cite, l'Amazonie. Est-ce qu'il y en a d'autres? On va peut-être sortir de l'Amazonie, mais on peut peut-être revenir sur la libellule. Évidemment, ça va beaucoup, le statut d'un animal ou d'un insecte va beaucoup dépendre du contexte culturel. Donc pour reprendre, la libellule, par exemple, était représentée beaucoup sur les aulnes des samouraïs japonais. Parce que ça symbolisait la bravoure. Une libellule ne recule pas, en fait. Quand on la voit voler, elle ne recule pas. Donc c'était pour un samouraï pour aller de l'avant. Et là, je repense aux Javanais, aux Balinais, enfin les populations qui consomment les libellules, ils ne les regardent pas du tout de la même façon. Ils ne les apprécient pas pour leur beauté. Alors ils les connaissent très très bien parce qu'ils les chassent, ils les collectent pour les consommer et les manger. Donc ils ont une connaissance très fine des différences parce qu'ils vivent au quotidien avec elles, mais ils n'ont pas cet aspect, c'est pas l'aspect esthétique qu'ils mettent en avant. Alors on voit bien qu'il y a ce côté répulsion, phobie qui est un fond culturel.
fortement en Occident, mais vous dites dans d'autres cultures, ça peut être plus nuancé, mais c'est quand même relativement partagé. Est-ce que ce regard est en train d'évoluer, de changer ou pas? On a le sentiment quand même qu'on parle beaucoup de la disparition des abeilles, que c'est un sujet qui est partagé. Et puis on voit apparaître dans l'espace public des objets. Tout à l'heure, vous nous avez montré beaucoup d'objets qui servent soit à contraindre l'insecte, à l'encager, voilà, soit à le tuer, soit à le détruire. Et aujourd'hui, on voit apparaître des hôtels à insectes. C'est nouveau ça. Est-ce que par le passé, on a déjà vu apparaître dans l'espace public des objets bienveillants à l'égard des insectes? Les ruches. Mais ça, c'était intéressant. Les ruches, mais ça, c'est de l'élevage. C'était pour le miel. C'était pour le miel. Ça, c'est de l'élevage, c'est utilitariste. Alors que l'hôtel à insectes, c'est juste... C'est quand même utilitariste aussi. Ah. C'est destiné à nous faire plaisir, à avoir on ne fait pas des hôtels à moustiques. On fait des hôtels à certains insectes en particulier, parce que parler de la phobie, alors déjà le terme phobie est un peu particulier parce qu'il y a un aspect médical. Oui. La vraie phobie, c'est pas le dégoût généralisé au sein d'une population, ça n'a rien à voir. La phobie, c'est vraiment de l'ordre, je dirais, de l'univers psychiatrique. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est juste, c'est un aspect clinique. Bien sûr. C'est vraiment. Alors si on ne parle pas d'entomophobie ou de phobie des insectes, quel mot on pourrait utiliser pour qualifier cette relation un peu de suspicion qu'on a vis-à-vis des insectes? Justement, il faudrait aussi introduire un autre champ, c'est-à-dire entre le dégoût, le rejet et l'amour, il y aurait peut-être une zone extrêmement grande entre les deux qui est l'indifférence. Et que la plupart des espèces suscitent strictement aucun intérêt, ni positif ni négatif, aucune sensation, aucune émotion du tout. Tout simplement parce qu'on ne les voit pas. Alors on ne les voit pas soit parce qu'ils sont trop petits, soit parce qu'on ne les regarde pas. La bouse de vache que citait Marc tout à l'heure et à ce titre exemplaire, on connaît la bouse de vache, mais qui s'est arrêté plus de 3 secondes pour regarder les insectes dont la vie dépend de ces bouses de vache et qui, pour le coup, jouent un rôle non négligeable dans l'élimination de ces bouses de vache. Sans bousier, on serait submergé par la bouse. Dans la merde. C'est ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est de dire effectivement, il y a un pôle de sentiments extrêmement forts et négatifs à l'égard des insectes. Il y a un pôle petit positif, mais entre les deux, il y a un océan, encore une fois, d'indifférence la plus totale. Et alors, ce petit pôle positif, je reviens à ma question, ce petit pôle positif, est-ce qu'il est en train de grandir, de grossir? Est-ce que maintenant que les insectes, on voit qu'ils sont mal barrés, est-ce que du coup on se dit, ah, peut-être que finalement, c'était pas si pire qu'ils soient là? Il y a une partie d'éducation aussi. On a beaucoup fait de sorties nature, de choses comme ça, qui ont éduqué les enfants à regarder les insectes autrement. Et ça commence à porter ses fruits? Ça a suivi la science, oui, bien sûr. Sur les insectes, sur les hôtels à insectes, j'ai un petit bémol à apporter, parce que ça participe aussi de notre peur de la nature, dans le sens, la nature n'est pas maîtrisée. Donc ça donne l'illusion de croire que les humains sont indispensables à la nature. Les abeilles solitaires, elles se débrouillent très bien sans nous depuis des millions d'années. Donc les hôtels à insectes, c'est bien pour se faire plaisir, comme disait Valérie, c'est très bien pour un spectacle familial, pour aider peut-être les insectes dans les endroits où tout est très détruit, mais protéger la nature, c'est pas construire des maisons à des insectes qui n'en ont pas besoin, c'est arrêter de détruire. Donc c'est aussi une caution et c'est une illusion, donc il ne faut pas être dupe de ce genre de choses. Votre crainte, c'est que les hôtels à insectes, ce soit une espèce de rachat d'indulgence qui nous dédouane de répandre des néonicotinoïdes à forte dose, c'est ça? Et en plus, on en met des fois au bord des routes, c'est-à-dire que c'est des massacres pour les insectes, les routes et les autoroutes. Hein. Donc, bon, il faut voir, il y a des nuances à porter. C'est un peu une mode. On se donne bonne conscience. Mais Nicolas César, vous aussi je voudrais vous poser la question, parce que j'espère quand même que l'un de vous va me dire oui, le regard est en train d'évoluer, mais j'arrive pas, manifestement. C'est pas... Si, Marc, vous dites doucement, grâce aux sorties nature, grâce à l'éducation de terrain que font les... Oui.
Parce que les insectes suivent. Il y a eu les rapaces qui étaient les chauves-souris faisaient très peur. Maintenant, il y a des nuits de la chauve-souris. Il y a des sorties. Pour tous les publics. Hein, je parle des enfants parce que c'est l'avenir, mais pour tous les publics, je pense que les choses évoluent tout doucement. Pas très vite, mais elles évoluent dans le bon sens. Nicolas César, vous voyez aussi les regards évoluer sur les insectes? Alors moi, c'est vrai que j'ai pas forcément. Le regard occidental m'intéresse. Il évolue lentement parce que malheureusement, avec l'effondrement des insectes, de plus en plus de personnes s'intéressent à leur sort. Alors pas forcément avec les bons outils. Effectivement, les hôtels insectes, souvent, ils sont très mal faits, donc ils fonctionnent pas. Mais effectivement, ça évolue. Mais on a quand même beaucoup de chemin encore à faire. Mais c'est via l'observation et via effectivement la connaissance des insectes, via le regard qu'on peut porter à l'insecte, qu'on peut changer de mentalité. En fait, il faut déconstruire notre appréhension de l'insecte. Ok, on va déconstruire. Un peu comme le goût. C'est quelque chose de très culturel. Ok, donc il nous reste 10 minutes pour déconstruire l'indifférence vis-à-vis des insectes. Quelles mesures, comment on fait? Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on déconstruise? Moi, c'est d'abord aller dans la nature. Il n'y a rien de mieux pour protéger la nature que d'aller dans la nature. Donc les sorties nature, alors pour les enfants, pour les journalistes, pour les politiques, qui sont souvent des cancres en écologie, il y a vraiment quelque chose à faire de sensoriel. Dans la nature, on redécouvre des choses qui sont en nous, qui sont enfouies, nos instincts millénaires. Et je pense vraiment qu'il faut des docs, il faut des livres, il faut des choses comme ça, mais il faut aller dehors. Il faut mettre le nez dehors, et pas seulement juste comme sortie plein air, il faut vraiment regarder la vie palpiter autour de nous. Oui, mais alors les associations d'éducation à la nature, enfin voilà, l'enseignement du développement durable, etc., disent beaucoup, il faut aller dans la nature, la fête de la nature emmène les gens dans la nature, etc. Mais on amène toujours les mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont envie d'y aller. Comment est-ce qu'on fait pour amener ceux qui n'ont pas envie d'y aller? Les politiques, par exemple, les journalistes, ceux qui n'y connaissent rien, bon, c'est bien d'aller se balader le dimanche après-midi, mais à part ça, comment on fait? Il y a quand même une demande, mais il faudrait une volonté politique de ça. Ça dépend d'un prof, d'un journaliste, de quelqu'un qui est passionné, qui veut transmettre. Mais il n'y a pas, l'administration en général ne pousse pas beaucoup à ça. Il y a des endroits comme ici, et tant mieux. Des endroits comme donc, la Maison des Insectes à Carrières-sous-Poissy, qui nous accueille toute la journée. Côté éducation nationale, côté programme scolaire, etc., est-ce qu'il y aurait des choses à faire? Certainement, oui. Valérie Chansigo, est-ce que... Alors, je vais donner un coup de pied dans la fourmilière pour employer une image entomologique. Non, c'est pas bien, ça. Non, il ne faut pas le faire. Ça se fait pas. C'est que cette question repose sur l'idée que les causes de la destruction des insectes est due quelque part à notre rapport aux insectes. Peut-être que les causes sont ailleurs et que c'est plutôt le modèle d'organisation sociale qui conduit à la destruction des insectes. Je vais vous donner une image, un exemple beaucoup plus précis. C'est comment dans le pays, par exemple, sont décidées les techniques agricoles, les pratiques agricoles. Est-ce que ça doit être juste les agriculteurs dans leur coin? Est-ce que ça n'impliquerait pas l'ensemble des citoyens? Parce qu'après tout, ça dépend aussi de la qualité de ce qu'ils mangent, la qualité de ce qu'ils respirent, la qualité de leur environnement, et qu'en fait, tout le problème, c'est de transformer une question qui est une question souvent posée en termes philosophiques ou en termes écologiques au sens biologique du terme, en quelque chose d'autre qui donnerait des moyens d'action peut-être plus efficaces. Et que tant que ces débats restent sur un champ quand même relativement innocent de pédagogie ou de rapport comme ça, quelle serait la valeur symbolique du rapport aux insectes, tant qu'on ne rentre pas dans du concret et du coup dans quelque chose qui s'appelle l'organisation sociale économique d'un pays, à savoir la politique, on n'arrivera pas à faire progresser les choses. Alors, ça j'entends bien, mais est-ce qu'il n'y a pas une condition préalable? C'est-à-dire que pour faire partager
la nécessité de mettre en débat les pratiques agricoles, etc., il faut en faire valoir l'intérêt, l'utilité, et du coup faire partager l'idée que les insectes notamment ont une existence propre, une valeur. Parce que là, c'est pas facile d'aller dire à un agriculteur il faut faire autrement que mettre des néonicotinoïdes. Ah mais j'entends bien. Ouais. Et puis, tant qu'on n'a pas fait partager l'idée que ça bousille tout à côté. C'est pour ça que j'évoque beaucoup plus le besoin d'un projet démocratique de prise en compte de ces questions-là, qui permettrait de faire émerger dans le débat, dans un débat collectif, et pas entre quelques acteurs, mais réellement l'ensemble de la société, des sujets qui en fait concernent tout le monde au sens de l'humanité, mais pas seulement, de tout ce qui existe sur cette planète. C'est effectivement d'élargir et de rendre plus radical peut-être le champ de la démocratie. Et ça serait quasiment plus de l'éducation à la démocratie, plus de l'éducation scientifique, naturaliste, etc., qu'il faudrait envisager, mais ça pas simplement qu'une éducation stricte aux questions liées à la nature. Parce que, quelque part, l'essentiel des débats risque de nous échapper. L'effort qu'on va faire portant sur, justement, la connaissance des insectes va nous masquer la réalité qui est le fonctionnement de la société. La société des hommes. La société humaine. Nicolas César, vous partagez ce sentiment que pour sauver les insectes, je vais le faire très court, et pour sauver les insectes, il faut commencer par parler démocratie et par parler de la place qu'on leur octroie dans les choix démocratiques. Alors il faut parler effectivement de la place des insectes, mais plutôt de notre rapport au vivant. À mon avis, ce n'est pas que les insectes, c'est le vivant en général. Et le problème, c'est qu'on est de plus en plus urbain et qu'on oublie effectivement ce lien, cette connexion qu'on peut avoir avec la nature au sens large. Donc il faut ressortir, notamment avec les scolaires. Il faut apprendre à regarder, il faut apprendre à observer. Pour pouvoir ensuite aimer, enfin sur des bases qui sont celles de l'observation. Et là, les naturalistes, à l'OPI comme ailleurs, ont un travail de démocratie, effectivement, de diplomatie à l'égard du vivant, c'est certain. Alors d'abord observer, ce que vous dites Marc et Nicolas, observer, se confronter à la réalité des insectes et des autres espèces, enfin du vivant non humain, retrouver le contact et ensuite en déduire quelques questions sur l'organisation de nos sociétés, l'organisation de nos démocraties. Franchement, entre nous, moi je pense qu'il faut prendre des armes. Il y a tellement de décisions anti-écologiques de la part de l'État, et pas seulement chez nous. Là, il faut faire des ZAD, il faut vraiment y aller, quoi, parce que si on attend gentiment, les décisions de faire des gentilles protection sortie nature, ça c'était la face gentille, mais je pense vraiment qu'il faut se battre là. Il faut se fâcher. Oui, il faut se fâcher. Ouais. Alors, je n'ai pas peut-être assez redit que vous êtes auteur et journaliste, mais aussi porte-parole de l'Association pour la protection des animaux sauvages. Militant. Mais vous êtes un militant, voilà. Est-ce que l'ASPAS a, dans ses plans d'action, dans ses stratégies militantes, des actions strictement consacrées aux insectes? Alors, on en fait pour les coccinelles, par exemple. On distribuait des œufs de coccinelles pour que les gens s'aperçoivent que leurs pucerons, ils s'en débarrassaient autrement qu'avec des produits. Et maintenant, on achète carrément des dizaines, voire des centaines d'hectares de nature préservée. Et là, c'est tout le fonctionnement du vivant qu'on préserve. Et là, au moins, on fait ce que l'État ne fait plus, parce qu'aujourd'hui, dans une réserve, dans un parc, dans la plupart, on peut chasser, on peut couper des arbres, etc. Mais chez nous, on ne fait plus rien. On laisse la nature elle-même s'exprimer. Mais au moins, même si on peut chasser ou couper les arbres dans les réserves, etc., on ne va pas chasser les insectes. Oui, non, mais quand même, il y a un écosystème, tout va ensemble. Quand on enlève les arbres morts, par exemple, on enlève toute une série d'insectes qui sont nécessaires à la nature. Donc quand on laisse tout faire, on fait confiance à la nature. Alors, la question des insectes dans
des questions qu'elle pose à nos démocraties et des insectes dans le débat public, on va en parler juste après, dans la séquence qui suivra. Avant de nous quitter, j'aimerais que chacun d'entre vous, en 20 secondes, vous me disiez quelle est la mesure d'urgence que vous prendriez si vous aviez une baguette magique pour lutter ou en tout cas corriger cette indifférence, je me corrige, cette indifférence vis-à-vis des insectes. Pardon. Ouais, Marc Giraud, vous avez déjà un truc, on peut peut-être faire un gros plan sur votre chemise. Oui, c'est un coléoptère. Voilà, vous avez une chemise coléoptère. Moi, alors c'est révolutionnaire, je créerai un ministère de l'écologie qui protège la nature. On n'y a jamais pensé. Au début, c'était bien, mais maintenant, ça n'existe plus. Ça serait une bonne idée. Créer un ministère de l'écologie, en vrai. Valérie. Diable. Engager des réformes démocratiques qui impliquent vraiment la participation réelle et effective des citoyens aux décisions qui sont prises dans ce pays, à l'image de la Convention citoyenne pour le climat, mais en lui donnant des moyens de légiférer. Une vraie conférence citoyenne, un vrai ministère de l'écologie, une vraie conférence citoyenne. Nicolas? Alors peut-être plus modestement, peut-être qu'on aurait dû commencer par moi, l'élevage en fait, apprendre à se familiariser avec les insectes, pour pouvoir justement déconstruire et dès le plus jeune âge en fait. Donc faire des ruches et des hôtels. Nos a priori. Alors pas forcément des ruches et des hôtels, mais pourquoi pas. Mais faire des élevages comme on peut faire à l'OPI, élever du vivant pour comprendre comment... comme on le voit ici, autour de comment nous. Le faire, comme on le voit exactement ici. À la maison des insectes. À travers des terrariums, à travers des élevages. Merci. Naturalistes. Merci à vous trois. Merci. Comment faire exister donc les insectes dans le débat public, ce que vous souhaitez, Valérie, on en parle dans quelques minutes avec Marie-Laure Métayer, adjointe au directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique, avec Jeanne Lecomte, vice-présidente de l'université Paris-Saclay, et avec Stéphane Foucard, journaliste scientifique au Monde, et on en parle surtout avec vous. Vous pouvez continuer à intervenir pour poser vos questions à nos trois intervenants via le chat dont le bouton apparaît sur votre écran. Une page de pub, 1 minute de pause et on se retrouve ici à la Maison des Insectes. À tout de suite.